Allez, je l'enregistre sur mon ordinateur. Ok, 1, 2, 3, parti, go. c'est bon, ça tourne? Ça tourne. Allez, ça tourne. Alors, Fabien, donc ici, on a fait cette petite vidéo. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui regarderont pour l'image pourrie que j'ai, mais eh ben, on n'a pas compris, mais on ne peut pas l'améliorer pour l'instant, donc on essaiera de voir ça sur les prochaines si j'aime refilmer. Donc du coup, cette petite discussion pour faire connaître un peu ce qu'on fait au club sur les personnes qui sont présentes chez nous et qui ne te connaîtraient pas parce qu'ils ne sont pas sur tes cours, ou également pour ceux qui connaîtraient le F-Club mais qui n'ont jamais passé la porte. Donc Fabien, pour commencer, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? D'accord. Bon, bah, Fabien, 40 ans bientôt. Je suis originaire de la région de Saint-Étienne. Mon parcours sportif, il est assez simple. Moi, je viens du basket à la base, j'ai commencé très tôt. Et puis à partir de 17 ans, je me suis mis à la boxe française pendant 4 ans à l'université de Lyon. Et puis après, au début des années 2000, j'ai commencé le Krav Maga. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc Krav Maga, c'est de la self-défense. Et puis, j'essaye de me spécialiser depuis quelques années dans tout ce qui est couteau, maniement du couteau. Donc ça, c'est pour tout ce qui est c'est des sportifs. D'accord, d'accord. Et enfin, là, tu dis que tu as fait du basket, de la BF. Après, pour partir sur de la self-défense, après la BF et la self, on va dire que c'est du combat, même si c'est pas codifié pareil. Mais comment t'es arrivé à faire du basket et à partir sur les sports combat derrière? En fait, j'ai toujours voulu faire des sports de combat. Donc après, je suis originaire d'un petit village dans la plaine, donc à Saint-Romain-le-Puy. Et mon père faisait du basket et on a une culture de basket dans la famille. Et je voulais faire des sports de combat très très jeune. J'étais fan de Jean-Claude Van Damme. Je fais mon coming out à la vue de tout le monde. Mais mon père voulait pas. Donc, bon, mon père, quand il disait non, tu n'avais pas trop envie de discuter, quoi. Tu vois, c'est pas le papa qui négocie un petit peu. Donc, quand je suis arrivé à la fac, il y avait des cours de boxe. J'avais 17 ans. Je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. Je ne pouvais plus faire de basket parce que je ne pouvais pas m'entraîner la semaine. Donc, je suis arrivé à la boxe et j'ai toujours voulu un peu plus utile sur une situation réelle. Moi, mon but, c'était de dérouiller des mecs comme dans les films, quoi, dans un bar ou un truc comme ça. Donc, non, c'est pour ça que je me suis plus orienté sur la self-défense. C'était quelque chose de plus réaliste selon moi et je suis arrivé au Krav Maga qui, au début des années 2000, était jugé comme la self-défense efficace. D'accord, d'accord. Donc en fait, t'as commencé relativement, enfin tard. Enfin, on peut dire ça, oui, non, ouais, un peu tard, ouais, comparé à certains. Donc, ouais, c'est un bon parcours. C'est un bon parcours. Après, tu as dit depuis les années 2000, donc ça fait 20 ans que tu fais de la self. Ouais, 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la self. Et oui, effectivement, c'est un départ qui est par rapport à d'autres sports où on commence très tôt, 4, 5, 10 ans. Ouais, je suis arrivé très tard sur les sports de combat. Mais ça, c'est aussi, je pense qu'il faut aussi faire les choses quand on a envie de les faire et quand tu as la passion, tu peux évoluer vite. Et j'ai eu beaucoup de plaisir derrière tout ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, de toute façon, quand tu n'as pas envie de les faire, en même temps, ça va être compliqué d'y aller. Mais c'est, Ah, il y en a qui te forcent, hein, des parents qui te forcent. Mais non, moi, j'ai toujours fait les choses un peu quand même par plaisir. Même quand je jouais au basket, j'y prenais beaucoup de plaisir. J'aimais bien ça. d'accord. D'accord. Et pour revenir, alors, on parle de Krav Maga, tu parles de self-défense en même temps. Moi, il y a un truc qui revient, qui revient assez souvent. On m'a posé la question plusieurs fois. C'est vrai que quand on est au club, moi, sur des gens qui viennent se renseigner, moi, je sais pas l'expliquer, hein. Le Krav Maga, et donc le Krav Maga, c'est de la self-défense, mais par rapport à d'autres sports de self-défense, c'est quoi les comparaisons, si on peut dire? Après, je pense que ce qui a fait l'efficacité du Krav Maga et qu'est-ce qui fait sa singularité, c'est d'avoir eu un retour d'expérience. C'est-à-dire que beaucoup de sports de self-défense à une époque venaient un peu de ce qu'on avait repris des sports japonais ou qu'on avait appris de l'armée ou des choses comme ça, mais le Krav Maga était très intégré dans le concret. Après, c'est une méthode de self-défense parmi d'autres. Il
Il y en a plein qui sont super efficaces. Bon, enfin voilà, c'est pas le débat, mais ce que je trouve dans le Krav Maga, comme moi je l'ai appris et comme il est encore enseigné, c'est qu'il est très ancré dans le concret et qu'il reprend que des techniques dans d'autres disciplines, parce que le Krav Maga s'inspire des autres disciplines, et des techniques qui peuvent être efficaces. Ouais, tout ce qui marche. Ouais. Tout ce qui marche, c'est pour ça que même au bout d'un moment, il faut pas. Je pense que le Krav Maga devienne traditionnel et que parce que Imi, donc Imi, le fondateur, a enseigné une technique, il faut toujours l'enseigner parce que Imi l'a fait. Il y a des choses qui évoluent, les techniques d'attaque évoluent, enfin, donc nos réponses doivent évoluer également. Donc, il y a pas de codification. Enfin, là, quand je pense à ça, je pense aussi au grade, parce que vous avez un système de grade par ceinture. Mais il y a pas de codification. Alors, par rapport à ceinture, c'est toujours peut-être une remise en question, non? Alors, il y a une codification, c'est-à-dire qu'il y a un programme technique afin que l'élève puisse s'y retrouver, évoluer année après année, comprendre des techniques. En plus, il y a l'examen qui valide la ceinture. Euh, donc là, vraiment, c'est quelque chose d'important et d'intégré. Mais par contre, à partir du moment où on passe un cap, il ne faut pas que ça devienne un dogme, selon moi. Il faut toujours repenser la self-défense avec des retours de terrain ou avec son propre cerveau, parce qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, si on est inspiré à titre individuel, parce que le Krav Maga, il n'y a pas que moi, mais à titre individuel, si on a une technique qu'on aime bien de lutte, si on est à l'aise avec la lutte, qu'on vient de la lutte, ça peut, par exemple, faire une bonne technique de self-défense aussi. Ça peut se compléter. Tout à fait. Après, tu parles de toujours se remettre en question. Là, je rebondis. C'est peut-être un peu ce que vous avez fait ces dernières années avec tes assistants sur les stages féminins. On parle beaucoup des femmes et leurs besoins et envie de se défendre, ou au moins de se sentir rassurés par rapport à ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et c'est vrai que vous avez mis ça en place au club, avec un peu de réussite, je crois. Il y a toujours eu du monde pour venir à ces stages-là. C'est ça, c'est bien. Et du coup, dans quelles conditions et comment vous l'avez pensé, ça? Ben, en fait, le public féminin, en fait, le Krav Maga doit s'adapter à la personne qui veut l'apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que un public féminin qui veut juste avoir des notions de self-défense ou un public d'enfants qui veut se rassurer, un public d'adolescents, c'est pas les mêmes données que quelqu'un qui est agent de sécurité, policier, pompier, qui là va avoir une autre réalité en face de lui. Donc, comme on a pensé des stages de self-défense féminin, c'était à la fois apporter de la technique et aussi apporter des éléments statistiques et sociologiques, psychologiques sur la réponse qu'on peut apporter face à une agression. Donc, c'est là, dans le sens, on a fait évoluer, enfin, c'est pas qu'on fait évoluer le Krav Maga, mais c'est qu'on essaie vraiment d'apporter les réponses qui peuvent convenir à un public féminin. Si je vais plus loin, quand je fais une formation d'un public, encore une fois, de professionnels, on va prendre le cadre légal en compte, on va prendre comment ils sont équipés, armés, pas armés, quel public ils ont en face d'eux. Donc, il faut être capable de répondre à toutes ces données-là. D'accord. Tu vois, c'est intéressant. On avait posé la question si des gens avaient des questions pour toi, et il y a Sacha qui vient un peu sur cet esprit-là en disant, elle se pose des questions. Comment peut-on rivaliser avec un homme plutôt grand? Parce qu'on lui a dit que la taille ne comptait pas, mais la technique, oui. Enfin, moi après, je suis d'accord et pas d'accord sur le discours, parce qu'un mec de 90 kilos face à une nénette de 50 kilos, on se doute bien qu'il va y avoir un problème quelque part. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Je pense que d'une certaine manière, quelqu'un pourra toujours apprendre à se défendre, malgré sa taille, malgré son âge, et ainsi de suite. Mais quelqu'un, un agresseur qui fait 90 kilos, qui est musclé, qui est sportif, qui est déterminé, ça ne sera jamais une partie de plaisir. Avec le Krav Maga, on va essayer d'apporter des réponses, à savoir essayer de frapper ou de faire mal à des endroits qui sont sensibles chez tout le monde. Donc c'est là où on va essayer de compenser
la différence de force. Mais ça suffira pas que, parce qu'aller frapper dans la gorge, partie génitale, c'est pas si simple que ça, surtout en situation de stress. Donc le Krav Maga aussi, ce que ça apporte, c'est de s'entraîner, d'être prêt. Et ça, souvent, en fait, ça va permettre d'annihiler l'agression de base, parce que la personne est déjà prête et il y a des choses qui se mettent en place. Souvent, les personnes agressées sont, entre guillemets, agressables. C'est-à-dire que souvent, on reproche aux gens, ah ouais, les deux jeunes, ils ont attaqué une petite mémé pour lui voler son portefeuille. Bah ouais, parce qu'ils vont pas aller attaquer un légionnaire qui sort de la caserne pour lui piquer son sac, ou alors c'est qu'ils sont cons. Donc C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. voilà, et les gens sont choqués, mais non, c'est que c'est la technique du lion qui attaque le gnou. Le lion, il n'attaque pas l'animal dominant, il attaque toujours le plus faible, le plus jeune, et les agresseurs, quelque part, c'est la même chose. Donc il faut essayer de préparer au maximum les gens à se défendre, et aussi les rassurer, parce que des fois, il n'y a pas d'agression, et bien souvent, il n'y a pas d'agression. Et l'agression n'est pas là où on le croit. Notamment, si je repars sur le public féminin, le plus dangereux pour les femmes, et il y a eu ce débat aussi à l'heure actuelle, c'est que c'est chez elles. Parce que souvent, s'il y a un mari qui est violent, c'est chez elle qu'elle risque d'avoir l'agression. Donc, il y a toutes ces choses-là à reparler sur la self-défense. Ouais. Ça, c'est un contexte qui est encore plus particulier et beaucoup plus complexe, hein, je pense. Ouais, ouais, c'est très très large. Après, la self-défense, c'est pas juste. C'est aussi donner des éléments de réponse aux gens, notamment par rapport à la violence qui au final, on va dire, tu as le droit de frapper là, tu as le droit de faire ci, mais au final, dans la législation, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah ouais, bah si t'agresse mais que tu lui pètes un genou avec des conséquences, c'est toi qui es dans la merde. Enfin, on la connaît, un sport Tout à de fait. combat, on a tous été confrontés à ça, plus ou moins, de près ou de loin, et on l'entend très vite, hein, le mec qui boxait, qui en a aligné trois, c'est lui qui s'est fait agresser, mais c'est lui qui s'est retrouvé dans la merde. Tout à fait. Il y a le droit français qui est comme ça. Donc après, bon, il faut avoir cette contrainte-là. Les gens aussi doivent s'autoriser à combattre, ce qui n'est pas toujours facile, parce que depuis tout petit, souvent, on vit quand même dans des sociétés, contrairement à ce qu'on pense, qui sont pacifiées. Donc on dit, il ne faut pas te battre, il faut discuter, il faut faire ci. Alors qu'au bout d'un moment, ben, moi, je pense que non, il faut y aller. À une confrontation physique, la confrontation physique, c'est pas tout de suite les coups, mais ça peut être déjà être présent physiquement, savoir avoir un regard qui en dit long. Ouais, par contre, du coup, là, tu rentres sur une situation de stress un peu. Ça, comment tu peux le gérer sur tes cours? Parce que il y a pas de partie combat en soi, tu vois, donc il n'y a pas un stress d'opposition entre guillemets, non? Alors, nous, on fait toujours du combat. Sur tous les cours qu'on fait, il y a une partie de combat. Mais il n'y a pas le combat de compétition, qui est un très bon facteur de stress quand on monte sur le ring ou tatami. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Comment on le fait travailler sur ce facteur stress? Donc, il y a bah, le rôle du prof et du pédagogue, et entre autres, ça fait partie de mes rôles, de faire des exercices par moment où on va monter en stress. Mhm. Euh, Par exemple, ça peut être d'enchaîner 10 combats d'une minute ou 30 secondes avec 10 adversaires frais. Forcément, le stress va monter. Ouais. Pour les passages de grade, à partir de la ceinture verte, on a aussi un combat dur de 2 fois 2 minutes. Qu'est-ce que Avec, c'est? pardon? Qu'est-ce que c'est? Je te coupe. C'est un combat en gros où les coups sont portés et on a le droit au KO. Ok. Donc on a voilà 2 fois 2 minutes. Le but c'est de voir le courage, la technique et l'engagement des deux adversaires. Le respect aussi, de voir que s'il peut mettre KO et qu'il retient son coup au bon moment, il a eu de la lucidité et tout ça. Donc ça c'est quelque chose à travailler. Et après il y a les stages, des choses qu'on peut mettre en place pour gérer ce stress et faire avancer. D'accord. Après, en même temps, après, ça va être super compliqué. Mais là, je me dis que vous rentrez dans un cadre, tu me dis hein, si je me trompe, vous rentrez dans un cadre d'opposition et pas d'agression. Tout Tu à vois, fait. enfin, moi, je le compare à un sparring, en boxe, en MMA ou quoi que ce soit. Tu vois, plus qu'à une agression. Parce que l'agression, elle va être, on va dire, les trois quarts du temps surprenante. Tu vois, tu sais pas d'où ça arrive. Tu as pris une tape dans la gueule et elle venait de côté. Tu sais pas ce qui s'est passé avant que ça démarre, quoi.
Alors Ouais, que l'opposition, tu es prêt, tu sais qu'il est en face de toi et tu peux déjà te préparer à. ouais. Alors, il faut être prêt à combattre, c'est-à-dire à prendre des coups et en donner. Donc ça, c'est le combat qui te l'apprend, Ouais. forcément. Et après, par définition, l'agression, elle est souvent par surprise. Mhm. Donc, oui, forcément, il y aura un moment de peur et là, il faut réagir. Et plus on travaille à l'entraînement, par différents exercices, celui l'attaque, ainsi de suite, plus on est prêt. Mais on n'est jamais complètement prêt à la réalité. Même moi, Non, demain, ouais. je peux sortir, prendre une gifle, tout le monde. Donc ça, il faut aussi le savoir, ce qui fait que ça nous permet de connaître cette faiblesse-là et d'être capable de savoir qu'on peut être agressé, qu'on aura un moment flottant. Après, si tu regardes bien, il y a aussi beaucoup d'agressions qui ont des éléments déclencheurs. C'est-à-dire qu'à part pour une agression vraiment pécuniaire où quelqu'un va essayer de te voler un sac ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des agressions où la tension monte. Et ça, quelqu'un qui est à l'aise sur la self-défense va pouvoir évaluer le danger, savoir est-ce que la personne va vouloir se battre, est-ce qu'elle va vouloir agresser, quelle réponse je vais pouvoir apporter. Ça se travaille par un retour d'expérience en regardant ce qui se passe et en voyant les agressions verbales, ça monte, l'escalade de l'agression. Donc, ça se travaille au dojo, mais il faut avoir une analyse de la société aussi. Ouais, après, il y a beaucoup de travail complémentaire qui peuvent être faits par rapport à ça. Enfin, moi, je le vis plus ou moins au boulot, hein, ça arrive. Hein, je suis confronté à des personnes qui sont un peu difficiles parfois. Et tu sais, quand les mecs viennent te parler à 3 centimètres de ton nez, en gueulant beaucoup, tu sais que ça va pas partir. Tu vois, enfin, après, c'est des petites choses. Enfin, les trois quarts du temps, il n'y a jamais rien qui va se passer. C'est juste enfin, un roquet qui aboie, quoi. Donc après, oui, il y a beaucoup de signes ouais, qui sont peut-être à interpréter, à apprendre aussi. Après, on sait que sur le moment, c'est pas forcément simple de tout interpréter parce que ça monte aussi de l'autre côté. Il y a la peur qui peut prendre le pas. Enfin, il y a plein de choses. Et puis on n'est pas toujours seul. On peut être dans le cadre du travail. Souvent, une agression, notamment pour les femmes, peut avoir lieu dans le cadre du travail sous couvert de séduction, par exemple. Ou tu peux être agressé, toi comme moi, avec nos enfants, notre femme. Bah, faut gérer les enfants. Pour une place de parking, le mec est complètement en tort, mais bah, on va pas se battre pour ça. On va dire pardon, monsieur. On va mettre son ego de côté. Euh, il y a aussi peut-être séparer deux personnes, mais où commence l'agression entre deux personnes, qui a commencé, on peut se retrouver dans une situation délicate au bout d'un moment. Enfin, il y a beaucoup de scénarios et on n'a pas réponse à tout. Non, c'est sûr, je pense que ça, ouais, ça on n'aura jamais. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Et là, on faisait un petit parallèle sur les grades. Et du coup, les grades, ils marchent comment en crâne? Comme dans les arts martiaux asiatiques traditionnels, judo au Japon, donc il y a jaune, orange, vert, bleu, marron et noir, et après les dan. Et voilà, parce que Imi, donc le fondateur, voulait qu'il y ait un côté quand même martial pour le côté pédagogique. D'accord. Ou enfin, après, pédagogique, c'était peut-être aussi novateur pour essayer de garder certaines personnes sur le long terme. Non, enfin, je parle pour développer les sports, hein, c'est comme ça que ça marche de partout. Hein, on va pas se le cacher, judo, karaté, etc. Le système de grade, il est là aussi pour que les gens se voient évoluer s'ils trouvent pas un objectif ailleurs. Alors, enfin, malheureusement. Et du coup, vous faites un passage de grade enfin, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Tous les ans, enfin c'est une ceinture par année. Alors, dans le Krav Maga, souvent c'est la jaune et la orange dans la même année. Mais Ok. moi, j'ai pris le parti de faire qu'une ceinture par année, c'est largement suffisant. Et donc, on le fait en fin d'année, en général, mai, juin, avec un examen qui peut durer entre 2 et 3 heures. Donc, programme technique, et puis combat. D'accord. Et vos ceintures noires sont reconnues? Alors, nous, on les fait passer. Alors, moi, j'ai plusieurs ceintures noires au Krav Maga. Et quand je fais passer une ceinture noire, je la fais passer par la fédération de karaté pour qu'elle soit reconnue. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de travailler aussi en relation avec mon sensei, mon prof, donc Najim El Kebar, pour que j'envoie pas trop vite les gens passer des ceintures pour qu'elles aient vraiment une valeur. D'accord.
D'accord. Ouais, donc oui, pour qu'il y ait vraiment oui, une valeur à la ceinture et que ce soit pas une ceinture noire de complaisance entre guillemets. Bah, moi, pour faire une comparaison, moi, j'étais déjà ceinture noire au sein de la FEKM, donc qui est la première, une des plus grosses fédérations de Krav Maga avec Richard Douilleb. C'est pour moi une bonne fédération, une très bonne fédération. Donc, j'avais déjà une bonne ceinture noire technique. Et j'ai recommencé à travailler avec Najim. Et il a mis 10 ans pour me donner sa ceinture noire de son école à lui. Euh, donc, Il a fait une différence entre ce que tu avais et ce qu'il faisait lui, en oui, fait. parce qu'il voulait que je m'améliore sur des points de détail. Il veut toujours que je m'améliore sur des points de détail, d'ailleurs. Donc, pour moi, cette ceinture noire, elle a beaucoup de valeur parce que ça correspond à ce qui se fait dans des disciplines où JJB, tout ça, même lutte livrée que tu connais, où on ne donne pas les ceintures comme ça. Euh, donc voilà, moi, mes ceintures noires, je considère que on ne les a pas données, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, tes projets pour le craft, parce que là, on en est à 20 ans. Est-ce que tu y trouves du plaisir? Quels sont tes objectifs dessus? Bah, moi, c'est de continuer à essayer d'enseigner, ouais. Euh, j'essaie de trouver du plaisir de plus en plus sur tout ce qui est arme blanche, couteau, maniement du couteau. Et en fait, je me spécialise dans une spécialité un peu du Krav Maga. Et c'est là où j'essaie de prendre un maximum de plaisir. Après, on peut toujours évoluer parce que même si je prends 1, 2, 3 ans de cours avec toi en lutte à livrer, je pourrais intégrer encore plus de choses. Donc, ouais, il y a toujours des. Ce qui est bien, c'est qu'on est moyen de partout. Du coup, on peut progresser de partout. Ouais, il y a des axes de travail tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Et tu parles du couteau. À côté, t'es en train de développer le tolpar depuis 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. En Donc, plus, maintenant, ouais, quasiment, ouais. plus maintenant. Ouais. Bon. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Mais tu parles donc le tolpar. Alors, c'est du combat au couteau, mais on parle vraiment de combat et pas de self. Et là, sur le Krav, tu dis que tu te spécialises au couteau. Ça va avec ou c'est encore une autre branche? Tout peut se rejoindre. Le tolpar, c'est du combat au couteau. Donc, il y a une partie vraiment, ce qui est intéressant parce que ça revient à les situations de stress qu'on disait tout à l'heure. Vu que c'est du combat au couteau, il y a des compètes, donc on peut frapper fort, on peut être même KO avec les couteaux, les factices en plastique. Mhm. Euh, et ça apprend bien les distances, ça apprend à gérer le timing et tout ce genre de choses-là. Donc ça, c'est du combat au couteau. Ce que j'essaye de développer aussi, c'est le maniement du couteau d'un point de vue agressif et létal. C'est-à-dire, je ne me mets pas pour me défendre, je me mets pour attaquer au couteau. Pourquoi? Là, je travaille avec deux systèmes qui sont le Libre Fighting et le Piper System, qui sont des systèmes issus l'un des États-Unis et l'autre d'Afrique du Sud et des gangs sud-africains qui manient beaucoup le couteau. Et c'est pour me mettre dans la mentalité de quelqu'un qui agresse au couteau, pour connaître tout ce vice-là, pour pouvoir essayer justement de trouver des moyens de s'en défendre. Donc c'est D'accord. toute ma démarche sportive du moment. Ouais, toute ta démarche, ça va être d'apprendre à planter quelqu'un pour éviter que ça t'arrive. C'est un Si peu ça, c'est c'est un un peu peu ça. ça, ouais. On a un contenu qui est très très négatif parce qu'on n'est plus dans le sport, on est vraiment dans des choses un peu, un contenu qu'on ne peut pas mettre entre les mains de tout le monde. Mais si on l'étudie bien, ça nous enseigne beaucoup de choses sur notre façon de se défendre. Et t'as pas, enfin, et après, enfin, toi, tu l'apprends et tu l'enseignes comme ça, en méthode agressive. Moi, si je l'enseigne en méthode agressive, je l'enseigne qu'à mes gradés. C'est-à-dire que des D'accord. personnes qui sont avec moi depuis 5, 6 ans et que je sais que après le contenu, ils vont complètement faire la part des choses. C'est pas des choses qu'on peut enseigner à quelqu'un que je connaîtrais pas, je lui enseignerai pas. Ouais, c'est ce que je veux dire. Quelqu'un qui débarque et qui a jamais fait ça, si tu lui apprends à attaquer, enfin, le message, enfin, le message est pas bon, il est un peu Ouais. malsain. C'est pour ça que c'est un contenu très très spécifique et que je le garde pour les cours gradés, certains stages très particuliers. Mais après,
c'est toujours pareil, le contenu, si tu es entouré de personnes saines et que toi, tu arrives avec un discours qui a du sens, il n'y aura pas de problème. Hein. D'accord. Attends, je te mets en pause juste une minute. Il y a un truc qui sonne là-haut et je crois que tout le monde est dans leur. Ah, Si c'est en train de cramer. c'est bon, tout va bien? Ouais, c'est bon, c'est le poulet qui était dans le four avec les gamins dans le jardin, avec madame. Donc, si je voulais pas manger grillé ce soir, il valait mieux l'arrêter. Ok, alors on a un tac. On reste sur le couteau. Le tolpar, alors on l'a entreaperçu que c'était du combat sportif. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous décrire vraiment ce que c'est que le tolpar? Ouais. Alors, c'est comme de l'escrime traditionnel. On va travailler avec le fleuret, l'épée, tout ça. Sauf que là, bah, on a un couteau entre les mains. Donc, la taille de c'est factice. Et ça va biper en compétition quand tu touches ton adversaire. Et le but, c'est de toucher l'adversaire sans être touché en retour. Euh, pardon? C'est de l'escrime. C'est de l'escrime. La chose qui va changer avec euh, l'escrime traditionnel, c'est qu'on n'est pas tenu par le fil électrique qu'on voit dans le dos. Ouais. Ce qui fait que le combat peut avoir lieu à 360 degrés, ce qui donne un côté très dynamique à l'affrontement. Ouais, ouais, tu tournes autour, bah, au même titre que n'importe quel combat, enfin, de boxe ou C'est je ça, sais pas, un combat sportif, quoi. c'est ça. C'est ça. Ouais, tu fais pas face, tu peux jouer sur les angles. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est généralement les combattants. Je sais que les combattants ont un peu d'appréhension par rapport à la self-défense parce qu'ils trouvent ça pas super, machin. Euh, Ça peut s'expliquer et se défendre. Mais même toi, où il y avait des gars de chez toi qui étaient venus essayer le tolpin et qui avaient trouvé le côté affrontement et le côté ouais, compétition, impact, vitesse qui était très très intéressant. Ouais, ouais, quand on était passé sur le stage, je crois que de la boxe, on était deux ou trois, enfin, du MMA de la Utah. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment apparenté ça à un combat de boxe, enfin, sur les termes de distance. Alors, pas de boxe pure, mais plutôt de MMA où on est un petit peu plus loin. Mais tu peux pas te permettre de rester à distance de bras, en fait. Et c'était super intéressant. Bon, par contre, tu n'as vraiment pas le droit de te faire toucher parce que tu t'es fait toucher, tu as pris un point, quoi. Ouais, voilà, c'est pas au cas où. C'est vraiment dès qu'il y a la touche, bah, tu perds un point. Après, c'est en 5 points. Il y a c'est un sport aussi qui pourra évoluer si la technique évolue en termes de protection, de sensibilité. Mais outre, les gens prennent beaucoup de plaisir quand ils viennent faire cette discipline. En plus, c'est une discipline, vu qu'on est protégé par les casques et par les masques, les gants pardon, et les masques, on peut faire des combats hommes-femmes ou avec des différences de poids. C'est tout à fait jouable. Donc, c'est assez riche. On peut faire pas mal de choses. Ok. Et il y a de la compétition là-dessus. Alors, il y a de la compétition. C'est très développé en Europe de l'Est. Le combat au couteau, en général, c'est développé sur toute la planète au final. L'avantage du Tolpar, de notre école à nous, c'est qu'on a inventé, enfin pas moi, mais les profs en Russie, ils ont inventé le système électronique pour faire les comptages en compétition. Donc ça valorise le sport en compétition. Le combat au couteau est très répandu en Europe de l'Est, en Italie et dans les pays d'Amérique du Sud, parce que traditionnellement, ils ont cette culture-là. Il y a des compétitions de différentes écoles en Russie. Il y a une compétition européenne à Tallinn, sur laquelle je suis allé plusieurs fois, donc Tallinn en Estonie. Et puis, j'essaye de me brancher, m'attraper avec plein d'autres petits clubs par-ci par-là qui organisent des compétitions. Là, il y en a en Espagne, avec d'autres règles. Hein. Les règles varient un tout petit peu. J'ai vu qu'il y avait en Italie, encore une fois, en Ukraine, où ça se développe. Donc voilà, il y a quelque chose d'émergent pour le sport un peu de partout. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on peut faire ça.
D'accord. Et du coup, tu dis que tu vous croisez avec des sports enfin, des sports de combat au couteau qui sont différents du tien, mais enfin, vous faites une unification des règles ou je sais Euh, pas, vous vous adaptez à eux ou s'adaptent à vous? pour l'instant, nous, on a fait nos règles et puis on va essayer de voir quand on croise un autre club. Justement, j'aimerais bien y aller voir les autres clubs pour pouvoir essayer d'unifier certaines choses. Mais après, ça peut être aussi intéressant de combattre selon leurs propres règles et de voir là où je suis mis en difficulté, ce genre de choses. D'accord. Et le projet de tout ça, c'est quoi? Enfin, à long terme? Moi, alors, à moyen terme, j'aimerais bien déjà bien développer en France, qu'il y ait au moins 5-6 clubs où on puisse faire des compétitions régulièrement. Là, il y en a déjà eu une à Saint-Étienne, une à Paris. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais avec le confinement, c'est pas possible. Et donc, bien développer ça en France. Et puis après, essayer de faire un championnat d'Europe de l'Ouest avec Italie, Suisse, tous ces pays où ça commence à émerger également et d'avoir une petite fédération nationale et internationale pour se faire plaisir. Donc, tu veux monter, tu veux monter une fédé. Ouais, ouais, ouais. Nous, le but, c'est de monter une fédé ou de se raccrocher à une fédé en France délégataire. On a eu plusieurs refus déjà pour des raisons bizarres ou je ne sais pas, bref. Mais le but, c'est d'avancer sur ce côté compétition, puisque là, il y a une compétition, il y a des règles, donc on a besoin d'être affilié à des fédérations. Ouais, enfin, tout est cadré. Normalement, il n'y a plus qu'à trouver un point d'attache, en fait. C'est ça, c'est ça. Après, vu qu'on est ultra minoritaire, on ne fait pas rêver, puisque les fédérations, il y a quand même un enjeu pécunier, ramener du monde qui les intéresse plus que toujours le sport en lui-même. Ça, c'est un Ouais. petit peu la pique. La recherche du licencié et de la cotisation, hein, C'est ça, c'est ça. C'est pas toujours l'élément sportif qui va primer. qui va primer. Ouais, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Attends. Quelque chose à rajouter toi-même sur le Krav ou le Tolpar? Non, non, sur le Krav Maga, je pense que pour beaucoup de combattants et qui voient des vidéos qui passent, qui peuvent trouver ça un peu, ça a été un peu dégradé, je pense, ou dévalorisé depuis quelques années à vouloir trop se répandre. Et je pense qu'il faut revenir à un travail quand même un peu, pas dur, mais qui a du sens. Donner du sens à ce qu'on fait. Il ne faut pas juste vendre un produit marketing parce qu'on ne peut pas mentir aux gens quand on veut leur apprendre à se défendre. Moi, je suis très content de travailler avec Najim. Il y a plein d'autres clubs hein, en France qui travaillent très très bien. Mais ouais, pour les combattants, pas hésiter à essayer de venir voir ce que ça donne le Krav Maga, parce que je pense que ça peut apporter des choses à tout combattant. Ouais, bah après, tu disais que ça a été dégradé ces dernières années. C'est vrai que, enfin, après, les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien en même temps, hein. C'est un super outil. Mais c'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses sur le Krav, enfin, pas sur le Krav, sur la self-défense ou des mecs qui font n'importe quoi. Et, et c'est difficile. Enfin, je suppose hein, vraiment que ça doit être très compliqué à votre place si vous faites ça correctement, de voir des guignols mettre trois tartes qui marchent pas avec une roulade avant pour faire tomber le mec par terre, quoi. C'est Beaucoup ça sur le net. c'est le problème, c'est le problème. Et donc, effectivement, après, il y a des gens qui peuvent penser que ce qui est fait dans le Krav Maga ou la self-défense en général est de mauvaise qualité, mais il y a des profs qui sont très très bons, qui viennent en plus souvent, il y en a beaucoup qui viennent, qui ont un passé sportif aussi, donc ils peuvent apporter un élément vraiment à ces disciplines. Et puis il y a aussi le fait que bah, tout le monde ne cherche pas la compétition, c'est-à-dire il y a des gens, monsieur tout le monde, il a juste envie de mettre les gants de temps en temps, faire un peu de self, il n'a pas du tout envie de monter sur le ring. Et donc, c'est pour ça que ça se tourne vers ces disciplines. Mais il faut que ça reste quand même un entraînement qui a du sens. Ouais, faut que ça reste crédible quoi qu'il en soit. C'est ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein. Et puis, il faut rester à sa place. En tant que prof, il faut rester à sa place. C'est-à-dire que quand tu prends une technique de sol au Krav Maga, moi, je l'enseigne. Je n'ai pas un bon niveau de sol, tu le sais très bien. Mais il faut juste rester à sa place, mais dire si vous, à tes élèves, si vous avez envie d'approfondir le sol, si vous voulez être vraiment très bon sur ça, allez voir les profs de sol. Ça n'empêche pas, et puis tu peux donner le goût. Il faut juste rester, on est des mauvais boxeurs, mais on sait boxer quand même.
Mais il faut juste rester à sa place et pas vouloir être tout connaître, tout savoir et pouvoir tout montrer. Ouais, enfin, oui, ouais. Ne pas avoir la science infuse et dire, voilà, nous, parce qu'on boxe, enfin, eux qui font ça, on les défonce, enfin, entre guillemets. C'est vrai, mais on est d'accord. On est d'accord. Après, enfin, cette histoire de pont entre les disciplines, du coup, enfin, elle est intéressante. Elle est intéressante. Après, c'est dommage que chez nous, elle soit pas si utilisée que ça, parce qu'il y a vraiment matière à faire. Ouais, du coup, on va pouvoir sauter au sujet suivant. Tu as monté le F-Club il y a maintenant 5 ans, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que ça fait 5 ans qu'on est dans les locaux là-haut. Ouais. Et comment ça t'est venu? Pourquoi faire ça? Parce que toi qui faisais du self, de la self, du Krav, enfin, tu m'as incorporé moi, tu as incorporé du jiu-jitsu brésilien, de la capoeira, plein de trucs. Enfin, pourquoi ce projet? Et ben, le projet, parce que quand je suis venu m'entraîner chez toi, tu t'entraînais dans un KGB, une vieille MJC qui te donnait même pas les clés et je trouvais que tu méritais plus. Non, le projet, c'était vraiment un projet sportif et humain et c'était essayer de donner un endroit pour les sports un peu nouveaux, novateurs, un endroit qui soit un peu dédié. Vu qu'encore une fois, si on revient au problème des fédérations, on n'avait pas accès aux dojos municipaux comme on voulait ou à des bons horaires, même si on était nombreux. Donc, cette porte-là était fermée. Donc, il fallait en ouvrir une autre. Et ben, on a dû louer des locaux, faire des travaux. Je suis allé te démarcher, te dire allez, viens, on va essayer de monter quelque chose de sympa, investir de l'argent pour acheter du matériel, pour aussi avoir un lieu où on puisse faire de la musculation, de la préparation physique 7 jours sur 7. Donc, c'était un projet sportif et qui vit encore. J'espère qu'il vivra encore de nombreuses années et que d'autres personnes se rajouteront à ce projet pour lui donner un dynamisme. Je ne l'ai pas monté. En fait, j'étais là. Enfin, tout le monde avait envie de quelque chose comme ça. Et donc, il fallait le faire. C'est juste, je l'ai fait. Mais plein de gens avaient envie de le faire et toi, le premier. Donc, voilà. Ah, c'est vrai on en a parlé. Tu m'en as parlé quelques années avant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc, enfin, tu venais prendre des cours privés à l'époque quand j'étais à Solar, hein. On se retrouvait les samedis après-midi, on faisait 1 à 2 heures de sol où je te montrais un peu des choses adaptées pour toi. Et sur ces moments-là, en fait, enfin, tu m'avais fait part de ce projet, que tu voulais monter une salle avec plein de disciplines à l'intérieur, que tu voulais le récupérer. Donc, je parle de ça 2 ans avant l'ouverture. Et bon, enfin, j'ai dû te le dire, hein, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais pour moi, c'était du pipeau. Je C'était sais, du tu me l'as dit. Tu me l'as dit, je sais que tu n'y croyais pas. ah ouais, moi j'y croyais pas. Et, bon, allez, après, moi je suis quelqu'un d'assez naïf, hein, faut le savoir. Quand on me dit quelque chose, ouais, enfin, c'est une vérité. En premier lieu, pour moi, si tu me dis un truc, c'est que c'est une vérité. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est génial, ouais, on va faire ça, machin. Mais bon, quand tu m'en as parlé la troisième ou quatrième fois, j'ai dit, ouais, il me joue de la flûte. Il me joue de la flûte. Et jusqu'au moment où, ouais, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et demi qu'on se voyait. Et tu m'as dit, ouais, voilà, en septembre, on est parti. Est-ce que tu viens, machin? Et je dis, ouais, c'est bon, encore une fois, il me joue de la flûte. Et là, je t'ai dit, bah, si tu le montes, je viens. Je dis, moi, j'ai ça. Bon, bah, je veux quand même ne pas perdre en termes d'horaire, etc. Mais je dis, ouais, si tu le montes, je viens. Et bon, bah, je suis venu, hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, non, c'était marrant. C'était marrant. C'est une aventure, c'est une belle aventure. Bon, elle est compliquée par certains aspects, mais elle est belle aussi par beaucoup. Mais ouais, je sais que quand tu étais venu, tu ne me croyais pas. Mais après, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas non plus et qui pensaient que c'était du pipeau, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et puis après, enfin, sur Saint-Étienne, parce on est basé là-bas, enfin, il n'y avait rien qui faisait ça avant. Un lieu où on mélangeait plein de sports, il y avait pas, et encore moins des sports qui sont pas traditionnels, hein, parce qu'on Ouais, n'a pas intégré de judo, pas de karaté, pas de trucs qu'on trouve partout dans tous les quartiers, quoi. ouais. Il y avait malgré tout le Shogyo Dojo qui avait essayé de monter des choses un peu intéressantes aussi, plus un peu axé boxe, mais il y avait une volonté aussi de réunir différentes disciplines, parce qu'il y avait Kung Fu aussi à l'époque. Mmh. Mais là où on a apporté la musculation, le crossfit assez rapidement, enfin voilà, après, c'était notre projet. Il y aura plein d'autres projets qui sont très bien ailleurs, mais celui-là, il était à nous et on avait envie de le faire comme ça.
En espérant, enfin, après, bon, comme je dis toujours, hein, faut que ça perdure et il faut évoluer en même temps que ce qui se passe à côté, parce qu'on on peut pas rester dans une zone de confort et se poser des questions 2 ans après en disant ah, pourquoi ça va plus. Donc, ouais, on est amené à encore beaucoup travailler là-dessus, je pense. Tout à Et, fait. voilà. Et après, dans les prochaines années, alors bon, en espérant qu'on sorte de ce confinement qui est pas très agréable et pas très confortable pour nous, le projet pour le club, c'est quoi? Alors, je vais parler des projets que pour moi j'ai pour le club. C'est développer un aspect pour les enfants, un pôle enfant, et notamment pour tout ce qui est MMA. Attends, je vais juste fermer la porte, je reviens. C'est les joies du confinement avec les enfants. Donc, pour les projets, c'est développer un aspect formation et compétition pour notamment pour le public jeune, c'est-à-dire au-dessous de 18 ans, et les orienter vers les compétitions naissantes avec le MMA, le pancras, la lutte, et éventuellement la boxe aussi, d'avoir quelque chose de continuer à former ces jeunes générations, d'avoir cet aspect compétition. Et puis, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais il faut trouver des gens pour encadrer, il faut faire lien avec les fédérations, il y a tout un travail aussi pédagogique avec les enfants, les familles, sortir des clichés sur les sports de combat. Donc ça, c'est un des premiers projets. Et puis continuer à développer nos liens entre les disciplines. Euh, le pilate, le yoga, le crossfit, il y a des liens entre tout ça avec les sports de combat. Et c'est d'essayer de développer le sport plaisir et le sport bien-être et la cohésion entre les gens au sein d'un club. C'est parce qu'il y a le sport, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au sport ou au moins au F-Club parce que c'est le F-Club, donc il va se passer des choses, on va voir tel gens, on va pouvoir discuter. Il faut que ça reste un endroit comme ça. Après, c'est un peu le sport en général qui est comme ça, hein, quand enfin, voilà, tu trouves des affinités avec des gens, tu restes parce que voilà, ça se passe bien. Bon, des fois, ça se passe moins bien aussi. Mais globalement, oui, si les gens restent, c'est qu'ils sont contents de venir pratiquer. Et voilà. Donc, en effet. Après, là, par contre, on pourrait essayer de plus travailler. Alors, bon, c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut trouver la bonne formule. Donc, s'il y a des gens qui regardent et qui ont des idées, on est preneur. Hein, il faut surtout pas hésiter. Mais je parle pour les ponts entre les disciplines. Moi, j'ai essayé de le faire avec le CrossFit. On s'est retrouvé sur une session. Bon, on avait prévu d'autres, mais avec le confinement, bah, c'est un peu tombé à l'eau. On a fait des stages de lutte à livrer où on voit quand même assez régulièrement des gens du CRAB qui viennent. Alors, il y en a toujours un ou deux qui passent la porte sur les stages de lutte. On a fait un stage club avec Greg, entre autres. Donc, c'est Greg qui encadrait le stage sur une matinée. Il y avait pas mal de gens du CRAB et a priori, même si ça sortait un peu de leur cadre sportif à eux et de ce qu'ils ont l'habitude de voir, a priori, ça a été bien perçu, bien apprécié. Mais voilà, il faudrait qu'on trouve la bonne méthode pour ces ponts entre disciplines. Et là, c'est pas simple. Ouais, mais en un autre projet qui me tiendrait à cœur, au final, c'est que ça serait que ce club, j'ai plus de projet, en fait, ça soit d'autres qui les mènent. Pour redonner, en gros, je commence à arriver sur une période où, pour être très clair, où j'ai fait ce que je considérais que je pouvais faire et que je continue à le faire parce qu'il y a quand même du plaisir, mais je pense que ça serait à d'autres de reprendre la suite d'un point de vue donner pour devenir capitaine, quoi, tu vois, donner une vision parce qu'il faut que les choses évoluent dans une association parce qu'on reste une association et il faut que les gens prennent ça en main. Mais je pense qu'il y a des nouvelles générations, des gens qui commencent à s'investir et eux, ils vont mener le projet, le transformer, quoi, en positif. Ça serait bien. Puis on les attend et on vous encourage à venir nous voir et à proposer des choses. Hein. On est toujours prêt à discuter et à faire évoluer, surtout que c'est pour eux, quoi. C'est pour eux au final qu'on fait tout ça. Hein. Nous, enfin, nous, notre pratique, enfin, elle est faite
Et clairement, enfin, même si on a toi, moi, des objectifs sur nos disciplines respectives, le plus gros il est fait et on ne va pas innover du jour au lendemain à un nouveau truc. C'est enfin, c'est compliqué. C'est l'âge qui veut ça C'est ça. voilà, le gros est fait. Ouais, le plus dur est fait. Ok, bah on a fait le tour. Attends, j'essaie juste de checker pour voir si j'ai pas zappé des questions. Je suis en train de regarder Il sur y a la. des gens qui m'ont demandé comment je faisais pour être aussi beau. J'ai dit, Je voulais pas amener mais cette question-là, mais j'ai dit, c'est si tu penses que naturel, c'est important. c'est le charisme. Il y a des gens qui osent pas me tutoyer aussi, donc ça, ils peuvent me tutoyer parce que pour ceux qui savent pas, j'ai 3 prix Nobel, un en chimie, un en littérature, et j'ai écrit un best-seller et tourné dans un film très grand public. Donc voilà, c'est vrai que j'impressionne souvent les gens, mais vous pouvez me tutoyer. Voilà. On mettra les liens en description de tout ça. Et avec le confinement, ça se passe comment pour toi? Bon, moi, écoute, je suis content. Le combat me manque. Enfin, je suis content. Ça se passe bien. Ça reste terrible pour plein de gens ce qui se passe. Moi, je le vis bien. Je m'entraîne. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner physiquement chez moi. Je suis en famille. Donc, je suis pas, j'ai du travail aussi. Donc, je suis pas à plaindre. Après, ben oui, on a hâte de revenir à une vie normale. Après, je pense qu'il faut savoir se poser les bonnes questions après des expériences négatives et se dire revenir à l'essentiel. Savoir que la planète souffre beaucoup, donc il faudra peut-être y aller mollo sur la consommation, prendre soin les uns des autres et revenir sur des choses basiques parce qu'on est heureux avec des choses basiques au final. On n'a pas toujours besoin de tant de trucs autour de nous, quoi. Bah, pour être heureux, venez au F-Club. Hein. Ouais, ouais, ça peut contribuer au moins. Ouais, c'est clair, ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être ça. Donc, et tu arrives toujours à pratiquer, à faire un peu de sport chez toi? Ouais, moi pour l'instant, je fais vraiment. Moi, comment je vois le sport, c'est que je fais autre chose. Je fais de la préparation physique, j'essaye de m'inspirer des mouvements qui font au CrossFit. Je fais un peu de maniement du couteau, des choses comme ça. Je vais courir, alors que je déteste ça. Je fais du foot avec mon fils. Le but, c'est de faire autre chose par moment parce que ça te continue à te créer du plaisir. Et c'est là où t'es là où tu continues à progresser et à être bien. Donc, je fais du yoga avec ma femme, j'essaye, je m'étire, je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Comme ça me permet de rester frais, dynamique et avec l'envie. C'est important. C'est important. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, ben, on fait bientôt le match retour. Et ben, si tu veux, on essaiera de régler cette caméra. Ouais, parce que Si c'est on- bien de. Mais il faut pas le faire dans un sauna, hein, Oh, non, non, en plus, non, non, même pas. Et hier, on a fait un test, ça marchait très bien en haut. Je suis descendu en bas pour être tranquille, hein, parce que bon, ils sont sortis dans le jardin, mais avec les petits derrière, ça aurait pas été possible. Tu vois, mais non, non, en bas, normalement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Hormis que moi, j'ai un peu plus froid. Voilà. D'accord. Non, c'est pas Bon, la chaleur qui fait ça. Hein. bon, et ben porte-toi bien. Et puis merci pour l'interview. Puis en espérant que des gens puissent apprendre des choses et qu'ils n'hésitent pas à me recontacter s'ils veulent approfondir sur des points. D'accord? Le message est passé. Allez, À bientôt. ciao. Ciao.